En termes de liaison entre le Canada et Haïti, qu'est-ce qui est prévu? Bon, vous savez que nous avons ce vol Air Transat hebdomadaire qui a arrêté pendant la fermeture de l'aéroport. Je sais qu'Air Transat travaille à rétablir la connexion. On espère que ce sera bientôt. Voilà. Et en plus de ce que vous offrez pour faciliter le déploiement de la mission d'appui, en termes de coopération, qu'est-ce que vous avez défini? Et quels sont les domaines que vous avez définis pour une coopération efficace entre le Canada et Haïti? En dehors du domaine de la sécurité. De la sécurité, hein, en voilà. dehors. Donc, parce que c'est ça, c'est plus de 300 millions. Hein. On parle du 100 millions qui était de l'aide ponctuelle à la police nationale haïtienne. On parle du 80,5 millions pour la mission multinationale. Mais le programme de développement international que le Canada a en Haïti est un des plus importants que nous avons à travers le monde. Là. Il est dans dans les trois plus importants, donc définitivement le plus important dans les Amériques. 300 millions depuis 2022. Je peux vous donner des exemples parce qu'évidemment, il y a des ramifications un peu partout, mais nous travaillons beaucoup avec le PAM, le Programme alimentaire mondial. 200 000 enfants sont nourris, ont un repas chaud par jour grâce au Fonds canadien et on comprend que dans 390 écoles, on comprend qu'un enfant bien nourri va apprendre beaucoup mieux. Donc, c'est un investissement dans l'avenir du pays, dans l'avenir de la population haïtienne où l'éducation est tellement importante. La beauté de ce programme, puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est aussi que le programme d'assistance alimentaire pour les élèves avait commencé avec 100 des denrées alimentaires importées. Nous sommes aujourd'hui à 50 de denrées locales et l'objectif d'ici quelques années, je pense d'ici un an ou deux, ce sera d'être à 100 de denrées locales. Donc, non seulement nous nourrissons à nourrir les élèves, mais aussi à développer une agriculture locale qui rencontre les normes nécessaires pour ce programme. Donc, c'est des petits agriculteurs, souvent des femmes, qui développent cette capacité de production continue, qualité. Donc, c'est un beau programme à ce niveau-là. Il y a aussi, évidemment, on est impliqué dans le renforcement des capacités de protection du citoyen, que ce soit la défense des droits de l'homme, société civile, augmentation de la participation civique. Donc, ce sont, encore une fois, gouvernance, développement de la population qui est au fait de ses droits, qui peut participer activement au processus démocratique. Soins de santé maternelle est un autre axe qui est très important pour nous. Et l'éducation des filles et des garçons, évidemment, vient s'ajouter à tout ça. C'est essentiellement les grands axes. Est-ce que c'est prématuré de parler de bilan ou encore de questionner l'efficacité de cette aide? 300 millions, pour vous répéter, Monsieur l'ambassadeur, de 2022 à nos jours. Est-ce que quand même vous êtes satisfait de cette aide-là quand on regarde la situation? C'est vrai que ce n'est pas l'aide au développement, ce n'est pas cette assistance-là qui va contribuer au développement d'Haïti, mais quand même 300 millions investis sur une période de 2 ans, on pourrait espérer des résultats beaucoup plus palpables, non? En disant, c'est prématuré de parler de bilan? Ben oui, et encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de plus concret que nourrir 200 000 enfants au quotidien. Donc ça, c'est un bilan très positif, évidemment. Il y a des projets qui sont de gouvernance. Donc ça, ces effets vont peut-être se voir à travers les années. On ne les voit pas nécessairement au quotidien parce que, bon, c'est accompagner la population dans la compréhension de ses droits et libertés. De notre côté, bon, l'insécurité a fait prendre un peu de retard à certains de ces projets. Ça, c'est inévitable, puis c'est déplorable, mais c'est la réalité. Mais moi, ce qu'on me dit partout, c'est que nos projets avancent bien.
Bon, on n'est pas les seuls à intervenir. Hein. Il faut reconnaître que les Américains ont beaucoup d'aide au développement, l'Union européenne, il y a beaucoup d'autres pays qui sont ici puis qui aident. Donc, la coordination de tous ces efforts est aussi critique et c'est quelque chose sur laquelle on travaille beaucoup. Et notamment en domaine de sécurité, bon, le Canada a vraiment pris le taureau par les cornes et a créé ce comité de coordination avec plus de 30 partenaires pour justement nous assurer que derrière toute cette bonne volonté, hein, parce que faut pas, on veut s'assurer que ce que l'on fait, ce que l'on offre, c'est vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est le plus criant, et ça répond vraiment aux besoins de la population. Donc, ce qu'on appelle le groupe de coordination d'aide à la sécurité, présidé par le Canada avec le BINU et la Police nationale haïtienne, est un bel exemple de mobilisation de la communauté internationale sur le terrain pour répondre aux besoins les plus criants. Et pendant la crise, ce groupe a réussi, avec la Police nationale haïtienne, à identifier les 4 besoins les plus criants et on a réussi à y répondre à 100%. Donc, c'est encore ici un bel exemple très, très concret d'activité. Moi, même, j'étais à l'aéroport il y a 2 semaines pour témoigner de l'arrivée d'équipements pour la PNH qui avait été acquis par l'entremise du Basket Fund, du PNU, mais le Canada est de loin le plus fort contributeur. Donc, encore une fois, une contribution très concrète des fonds canadiens d'appui. On peut mettre un chiffre sur la formation des agents des pays de la Caraïbe qui souhaitent intégrer la mission. On peut mettre un chiffre puisque la formation était Combien ça nous a coûté faire ça? Oh mon Dieu! Vous n'avez pas? Sûrement qu'on peut, que nos comptables à Ottawa pourraient arriver avec une réponse, mais c'est impossible. Bon, c'est possible, mais c'est impossible en même temps parce qu'on parle... Évidemment, quand on évalue ce coût, on ne parle jamais des salaires des agents de la Gendarmerie royale. C'est absorbé à même les budgets opérationnels. Mais bon, à ça s'ajoutent les frais de voyage, l'équipement, la nourriture, le fait qu'il faut loger les gens. Donc, c'est pas insignifiant, mais c'est très difficile d'arriver avec un chiffre concret. Avez-vous des informations sur les données recueillies par cet avion de l'armée canadienne? C'est l'avion qui a survolé Haïti pendant quelques jours. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez des informations recueillies? Si oui, ce serait quoi? Deuxièmement, est-ce que ces informations ont servi à quelque chose? Bien, oui, effectivement, ça avait été une mission, ce qu'on me dit, qui a réussi son objectif, qui était d'avoir une bonne compréhension de l'environnement, du terrain. Et ces informations sont définitivement utiles au quotidien dans la mesure où on a une meilleure compréhension des rues, du labyrinthe que Port-au-Prince est, dans un sens, mais c'est pas... Est-ce que ces informations vous ont un peu... est-ce que ces informations ont découragé le gouvernement canadien qui, comme les États-Unis, n'a pas voulu intégrer la force multinationale en envoyant des soldats sur le terrain, ou encore des policiers sur le terrain, ou des troupes, tout simplement? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La réalité, c'est que nos forces armées sont à capacité. Et à un moment donné, on ne peut pas être partout en même temps. Mais comme je vous expliquais... Mais on est si loin déjà, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire, on est si loin? Je présume que vous êtes dans d'autres pays, non? Oui. Plus loin qu'Haïti. Quand vous dites qu'on ne peut pas être partout, donc je peux comprendre, mais on est beaucoup plus loin en termes de distance, je veux dire, entre Haïti et le Canada et d'autres pays. Les choix doivent être faits et une contribution en personnel humain à la mission, si c'est à ce à quoi vous faites référence. La décision a été prise pour des besoins opérationnels que ce n'était pas là où notre valeur ajoutée était la plus grande, mais en même temps, nous avons souhaité être très présents, d'où notre appui à la police militaire au niveau de l'équipement, au niveau de la formation,
au niveau du financement de la mission multinationale, au niveau de son développement. Donc, s'il y avait un message que je voulais laisser avec vos auditeurs, c'est de ne pas fixer sur l'aspect où le Canada est absent, mais plutôt de regarder là où le Canada est présent. Parce que, bon, voilà, c'était ce qui expliquait, on ne peut pas tout faire. Il faut faire un choix. Il faut faire des choix, voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Permettez que j'observe la pause et puis on revient pour la suite de l'émission. Jusque-là, permettez que je vous remercie de votre disponibilité à Métropole. C'est moi qui vous remercie. C'est le temps de la pause. Madame, Monsieur, je rappelle que notre invité, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur André-François Giroux. À tout à l'heure. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ambassadeur André-François Giroux est l'invité de ce matin. Monsieur l'ambassadeur, pour parler de la coopération entre Haïti et le Canada, comment vous définissez les choix? Est-ce que ça se fait de façon conjointe ou vous déterminez ou vous définissez vous-même l'aide à octroyer à Haïti? Je dirais que c'est un mélange des deux, dans la mesure où notre programme d'aide au développement, il a ses grands principes, ses grands axes d'intervention, et ça, c'est général à travers le monde. Donc, évidemment, très axé sur ce qu'on appelle notre politique féministe de développement international. Donc, beaucoup de programmes qui veulent s'assurer que les filles, les femmes reçoivent la place qui leur est due au même la société. Donc, ça c'est des non négociables, si je pourrais dire. Après ça, une fois qu'on a ces grands axes, chaque programme bilatéral doit définir les besoins et effectivement, on essaie dans la mesure du possible de le faire en étroite collaboration. Il n'y a pas vraiment intérêt à venir ici faire quelque chose qui n'est pas souhaité, souhaitable, apprécié de la population locale. Donc, on fait ça vraiment en collaboration, mais dans les mesures des grands axes d'intervention. Est-ce que tous les blindés commandés par Haïti sont déjà en Haïti? Tous les blindés? Ben là, il y a plusieurs programmes de blindés, hein? Donc je pense que je peux pas répondre à cette question-là parce qu'elle est trop large, mais je sais qu'il y a eu des commandes qui ont été faites par l'entremise du Basket Fund. Il y en a d'autres qui ont été faites de façon privée entre l'État haïtien et des fournisseurs. Je pense pas qu'ils sont tous arrivés dans la mesure où c'est difficile, l'approvisionnement est difficile. Nous avons subi ce même problème. L'ambassade devait acquérir de nouveaux blindés et l'approvisionnement international est long, limité. Mais bon, ça avance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés. Et de mon côté, c'est pas... Je sais que maintenant, c'est beaucoup aussi l'entretien des blindés qui devient la préoccupation importante. Donc, le remplacement des pièces, ce qu'on appelle s'assurer qu'ils sont efficaces, qu'ils continuent à rouler. Une voiture a besoin d'un entretien régulier. Donc ça devient une question de s'assurer que les actifs ont leur durée de vie utile par un bon entretien avec les bonnes pièces. Je sais que vous n'étiez pas encore en poste en Haïti quand cette commande avait été placée, Monsieur l'ambassadeur. Mais pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez parfois entendu les critiques sur l'efficacité de ces blindés? On pense que ce sont des engins destinés à transporter uniquement des troupes, mais pas à lutter contre l'insécurité, pas... vous avez entendu ces critiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est que l'outil universel qui sert à toutes les causes est probablement inexistant. C'est-à-dire que oui, effectivement, chaque actif a ses raisons d'être et il faut les utiliser justement quand je parle d'entretien, puis maintenir la qualité des actifs, c'est aussi les utiliser aux fins auxquelles ils sont
ils sont définis. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut viser, c'est surtout d'avoir un complément de différents actifs de façon à pouvoir répondre aux différents besoins selon les circonstances. Permettez que je revienne sur une information que vous avez donnée au cours de l'interview. Vous avez parlé, Monsieur l'ambassadeur, de l'argent envoyé au PAM au lieu de l'appui direct au programme national de cantine scolaire. Le PAM, c'est le programme alimentaire mondial. Est-ce que l'on ne fragilise pas davantage Haïti en choisissant de passer par le PAM, par exemple? Je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est comme ça que nous opérons. C'est pas unique à Haïti, c'est une façon de faire qu'on fait à travers le monde. Nous associons toujours avec des partenaires qui ont l'expérience et puis qui peuvent, de façon efficace, répondre à tous les besoins d'imputabilité que nous mettons en place. Donc, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, autant pour le programme de cantine scolaire que pour le gouvernement canadien, d'utiliser cet intermédiaire qui comprend bien les règles d'imputabilité auxquelles il doit répondre quand ils utilisent des fonds canadiens. Donc, c'est un modèle que nous utilisons à travers le monde. Autrement, il faudrait développer cette capacité à l'interne de part et d'autre, et nous jugeons que c'est une façon efficace d'arriver à nos fins dans les circonstances. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement québécois a mis en garde le gouvernement fédéral contre la migration effrénée à cause de ses effets sur l'inflation, des coûts et le manque de disponibilité du logement, par exemple. Quel effet potentiel sur l'immigration des Haïtiens au Québec? Bon, le Québec a, la société distincte, comme vous le savez, a négocié des accords administratifs avec le gouvernement fédéral pour ce qui est de l'immigration. Donc, le Québec a la possibilité de choisir ses immigrants. Donc, c'est une question qu'il faudra poser au Québec. Nous travaillons évidemment, la compétence d'immigration est une compétence fédérale, mais en vertu de cet accord administratif avec le Québec, c'est le Québec qui choisit ses immigrants. Donc, c'est plutôt une question qu'il faudrait diriger vers les autorités québécoises. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières années parce que la migration internationale est un problème mondial. Et effectivement, il y a des ajustements qui prennent place en ce moment au sein de la Fédération canadienne pour s'assurer que les provinces qui reçoivent plus d'immigration illégale, on ne parle pas de l'immigration, donc les migrants qui se présentent, soit sous statut de réfugiés ou qui arrivent non annoncés, de façon à rééquilibrer les coûts que ça peut apporter aux sociétés qui en reçoivent de façon disproportionnée. Donc, il y a aussi ce débat qui se passe en ce moment au Canada, mais auquel le gouvernement répond. Apparemment, la communauté internationale donne tout son soutien à cette équipe gouvernementale. Est-ce que c'est le cas? Moi, je n'ai pas entendu de voix discordantes. Évidemment, c'est très tôt. On est au début du processus. On leur souhaite succès. On leur souhaite... on est là pour les accompagner. En tout cas, du côté canadien, on est encore une fois sous le filtre de solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Nous serons au rendez-vous comme partenaire. Oui, mais elle vous inspire, cette équipe vous inspire confiance par avance. Oui, tout à fait. Pourquoi? Bien, encore une fois, c'est les circonstances dans lesquelles elle a été constituée. Donc, il faut revenir à la base. Le concept du Conseil présidentiel de transition, qui était vraiment une solution haïtienne qui a été mise de l'avant par les forces vives haïtiennes sous la médiation de la CARICOM,
avec ces différents secteurs. Moi, j'appelle ça un mariage de raison. Hein? On s'entend, là, c'est pas... Beaucoup des secteurs qui sont représentés se feront la concurrence aux prochaines élections, mais entre-temps, ils ont une certaine représentativité que le gouvernement précédent n'avait pas. Donc, on a cette... ce n'est pas... La confiance de la communauté internationale, à un moment donné. Mais quand c'est devenu clair que M. Henry ne pouvait plus avancer, parce que plus les grands secteurs refusaient d'être partenaires pour l'élection, pour la préparation des élections, c'est devenu clair qu'une solution alternative devenait nécessaire. Mais ce constat, il a été fait par la société haïtienne. Et nous étions très, encore une fois, si c'est une solution haïtienne pour les Haïtiens, nous étions fiers de pouvoir l'appuyer, la faciliter. Mais encore une fois, ce n'était pas... nous étions là comme observateurs. Hein. Jusqu'où vous pouvez aller dans vos attentes par rapport à cette nouvelle équipe? Jusqu'où vous pouvez aller? Nous leur souhaitons succès. Puis bon, je parlais de l'origine, après ça, le choix du premier ministre par consensus, par ce conseil présidentiel. Donc ça, c'est un geste très fort. Et après, le processus très sérieux qui a été mis en place pour le choix des ministres. Donc, nous avons, je pense qu'il y a des bonnes avancées au niveau d'essayer de dépolitiser un peu, non partisan, mettre en place des équipes qui pourront assurer, parce qu'on parle d'un gouvernement de transition, il ne faut pas l'oublier. Donc, l'objectif de ce gouvernement, évidemment, rétablir la sécurité, paver la voie vers des élections, et aussi faire les réformes constitutionnelles nécessaires pour ne pas répéter les erreurs du passé. Oui, mais pourquoi la communauté internationale par rapport à Haïti donne l'impression d'être un peu versatile, autrement dit, revient facilement sur les positions antérieurement exprimées. Par exemple, on ne peut pas avoir une transition dans une transition. Et quand on est devant le fait accompli, on se ravise facilement. Bon, ça, c'est un point de vue qui avait été énoncé puis qui, je pense, a été mal compris. Je pense que ce que la communauté internationale souhaite, c'est un retour à la constitutionnalité et à la démocratie. Et quand il faut s'ajuster, il n'y a rien qui est immuable. Il faut savoir, quand ça devient clair qu'on est dans un cul-de-sac, je pense qu'il faut relever les manches et trouver une façon d'en sortir. Bon, on ne peut pas refaire l'histoire, mais là-dessus, moi, je trouve que la communauté internationale est très respectueuse, justement, de solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Et puis, à quelque part, c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est exactement ça. Donc, on est très... Monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si vous allez vous sentir à l'aise pour répondre à cette question. Vous étiez déjà ambassadeur quand M. Henry avait des difficultés à trouver un pays pour atterrir, alors qu'il était en mission officielle pour Haïti. Quand vous avez appris sa nouvelle, il allait atterrir, il allait arriver à Santo Domingo, et qu'on a demandé au pilote de rebousser chemin, de ne pas aller en République dominicaine jusqu'au moment où il a obtenu l'autorisation de se rendre à Porto Rico. Quand vous avez entendu ces nouvelles, qu'est-ce que cela vous disait? Qu'est-ce qui vous était venu à l'idée, à l'esprit, en apprenant cette information, alors que vous étiez ambassadeur en Haïti? Écoutez, j'avais d'autres chats à fouetter à ce moment-là, pour être honnête. Mais si j'avais un commentaire à faire là-dessus, c'est que je pense qu'aussi M. Henry a eu la maturité de constater qu'il y avait une solution haïtienne alternative et je pense qu'il faut le remercier et les membres de son cabinet pour leur collaboration pour une transition qui s'est faite dans l'harmonie quand même.
Et M. Boisvert, qui a fait un travail extraordinaire aussi. Je pense que ça doit être célébré. Je sais que c'est pas tous les membres. Il y avait de l'animosité avec certains secteurs et le gouvernement de M. Henry, mais somme toute, moi, j'étais très soulagé et impressionné de voir qu'on a réussi à passer le bâton dans l'harmonie et dans le respect. Vu le rôle que jouent les forces armées d'Haïti dans la sécurisation de l'aéroport notamment et du port maritime à Port-au-Prince, est-il envisagé un appui direct et létal aux forces armées haïtiennes quand on sait que les militaires sont appelés à consolider, je dirais, les espaces libérés par la police nationale dans les zones assiégées par les bandits? Donc, du point de vue du Canada, ce n'est pas possible. Nous avons fait l'analyse et pour toutes sortes de circonstances, nous ne sommes pas en mesure, à travers nos programmes, notre collaboration bilatérale, d'offrir cet appui létal. Ceci dit, d'autres partenaires ont plus de flexibilité que nous. Et il ne faut pas oublier que quand nous faisons la collaboration très étroite, la coopération très étroite avec la police nationale, ça fait partie du contexte. Donc, dans la mesure où nous pouvons combler certains besoins que la police doit combler, ce qui lui permet de son côté de combler ses besoins en équipement létal. Donc si je comprenais ce que je veux dire, c'est que ça nous fait plaisir, nous, d'ajuster les besoins sur certains équipements de façon à permettre la police, après, de façon bilatérale, privée, d'aller chercher l'équipement létal dont elle a besoin. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons offrir. Donc, l'armée d'Haïti ne peut pas compter sur une aide du Canada? Ben oui, si on parle d'équipement non létal, mais si on parle d'équipement létal, c'est autre chose. C'est autre chose. Et pourquoi? Parce que dans tous les pays, les forces armées, ou encore l'armée, a toujours besoin... Oui. Pour être très franc, c'est une question de gestion de l'inventaire et de s'assurer que ces actifs létaux ne tombent pas entre les mauvaises mains. Donc, ça n'est pas nécessairement une décision... Oui, mais ça peut être le cas aussi pour la police nationale. D'ailleurs, la police est réputée d'être infiltrée par les gangs aujourd'hui. Oui, bien voilà, justement. Donc, c'est notre position, elle s'applique autant à l'armée qu'à la police. Oui, mais on peut dire aussi, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi de vous interrompre, qu'il y a deux poids et deux mesures. Si vous acceptez d'aider la police nationale, alors que l'aide à la police n'est pas toujours bien utilisée, mais on continue à aider la police. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais l'armée est là. L'armée s'était montrée très efficace aussi à sécuriser les ports et aéroports. Et jusque-là, on ne veut pas aider l'armée. Parce qu'on a peur que les armes envoyées soient donc dirigées vers les gangs. Mon commentaire sur l'aide létale, elle s'applique autant à la police qu'à l'armée. Mais je n'ai pas dit que nous n'étions pas nécessairement prêts à aider l'armée pour de l'équipement non létal.